J'étais en retard pour le rendez-vous de dialyse de ma fille. Mes parents m'ont dit, annule ça. Ta sœur doit aller au centre commercial. Quand j'ai refusé, mon père a hurlé de colère, je ne le dirai qu'une seule fois. Emmène ta sœur. Quand j'ai plaidé que c'était une question de vie ou de mort pour ma fille, ma mère m'a attrapée et m'a jetée contre le mur en criant, son avenir à elle compte. Celui de ta fille, jamais. Ma sœur a eu un sourire narquois et a dit, je suis prête. Dépêche-toi. Ils se sont approchés de ma fille en disant, tu n'apprendras pas comme ça. Finissons avec elle. Ensuite, tu pourras emmener ta sœur. En voyant le désespoir de ma fille, j'ai attrapé une poêle chaude et j'ai commencé à la brandir. Puis j'ai emmené ma fille à l'hôpital, mais je n'en avais pas terminé. Je me suis assuré qu'ils perdent tout. L'horloge du tableau de bord indiquait 14h47. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. La circulation avançait à un rythme insoutenable, et chaque seconde semblait une éternité qui me glissait entre les doigts. Le rendez-vous de dialyse de Zoé était prévu pour 15 heures, et nous étions encore à 15 minutes de l'hôpital. Manquer ce rendez-vous n'était pas une option. Ses reins étaient défaillants depuis 2 ans, et ces traitements étaient la seule chose qui maintenait ma fille de 8 ans en vie en attendant une greffe compatible. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Le nom de maman s'est affiché à l'écran. J'ai répondu via le Bluetooth de la voiture, essayant de garder une voix stable malgré la panique qui montait dans ma poitrine. Serena, où es-tu? Son ton avait cette pointe d'irritation familière. Je suis coincée dans les embouteillages, maman. Je rentrerai tard ce soir. Zoé a son rendez-vous de dialyse maintenant. Tu dois rentrer immédiatement. Ta sœur a prévu une sortie au centre commercial et elle a besoin que tu la conduises. Annule simplement ce rendez-vous et reporte-le. Je suis restée bouche bée. L'audace pure et simple de sa demande a glacé mon sang. Maman, je ne peux pas annuler la dialyse de Zoé. Elle a besoin de ce traitement. Son corps ne peut pas fonctionner sans. Nous sommes presque à l'hôpital. La voix de papa a coupé la communication, dure et autoritaire. Je ne le dirai qu'une seule fois. Emmène ta sœur. Elle prépare cette virée shopping depuis des semaines. Ta fille peut attendre quelques heures. Il s'agit de la vie de ma fille. Les mots sont sortis de ma bouche, désespérés et bruts. Elle fera une insuffisance rénale si elle manque ce rendez-vous. Comprenez-vous ce que ça veut dire? La circulation a enfin commencé à bouger. J'ai appuyé plus fort sur l'accélérateur, slalomant entre les fils. Dans le rétroviseur, Zoé était assise, attachée dans son rehausseur, l'air pâle et fatigué. Des cernes sombres ombraient ses yeux, et ses petites mains serraient son lapin en peluche préféré. Elle avait été si courageuse à travers tout ça. Le diagnostic, les aiguilles, les visites interminables à l'hôpital. À 8 ans, elle ne devrait pas avoir à être aussi forte. Maman, je dois te laisser. On arrive sur le parking de l'hôpital. N'ose pas me raccrocher au nez, Serena, et coupe. J'ai mis fin à l'appel quand même. La seule chose qui comptait était de faire entrer Zoé. Nous sommes arrivés à l'unité de néphrologie pédiatrique avec 3 minutes d'avance. Les infirmières nous connaissaient par notre nom à ce stade. Nous venions ici 3 fois par semaine depuis 24 mois, à regarder les minutes s'écouler pendant que des machines filtraient les toxines de son sang. La procédure durait 4 heures. Je me suis assise à côté du fauteuil de Zoé, tenant sa main libre pendant qu'elle s'assoupissait en regardant des dessins animés sur la tablette. D'autres parents occupaient les chaises autour de nous, tous arborant la même expression épuisée. Nous étions membres d'un club dont personne ne voulait faire partie. Mon téléphone a vibré constamment pendant la séance. 17 appels manqués de maman. 9 de papa. 12 SMS de ma sœur Amélia. Chacun plus arrogant que le précédent. Où es-tu? C'est tellement égoïste, tu gâches mes plans, maman et papa ont raison à ton sujet. Quand le traitement de Zoé s'est terminé à 19h15, je l'ai aidée à retourner à la voiture. Elle se déplaçait lentement, encore groggy d'être restée allongée si longtemps. On peut avoir des nuggets de poulet, maman? Absolument, mon cœur. Tout ce que tu veux.
Nous nous sommes arrêtés au drive en rentrant. Zoé a un peu repris du poil de la bête en mangeant ses nuggets, fredonnant au son de la radio. Ces petits moments de normalité me permettaient de tenir. Tant qu'elle pouvait encore sourire et chanter, nous allions traverser ce cauchemar ensemble. La maison était plongée dans l'obscurité quand nous sommes arrivés dans l'allée à 20h30. Le camion de papa était à sa place habituelle, et la berline de maman était garée à côté. La BMW d'Amélia occupait la moitié de l'allée, me forçant à me garer dans la rue. J'ai porté Zoé à l'intérieur, sa tête reposant sur mon épaule. Elle s'était de nouveau endormie pendant le trajet, épuisée par le traitement. Le salon a explosé de bruit dès que j'ai franchi la porte. Enfin. Tu as une idée du temps que j'ai attendu? Amélia se tenait près du canapé, les bras croisés, son sac à main de créateur pendant à son coude. Elle portait une nouvelle tenue, probablement quelque chose de cher acheté lors de sa dernière virée shopping. Parle moins fort. Zoé dort. Je me fiche de ta gamine. Tu étais censé m'emmener au centre commercial il y a 4 heures. Maman est sortie de la cuisine, le visage tordu par la colère. Où étais-tu? Ton père et moi t'avons appelé tout l'après-midi. Je vous ai dit que Zoé avait sa dialyse. Elle ne peut pas manquer ses rendez-vous. Papa s'est levé de son fauteuil. Son expression était dure comme la pierre. Tu nous as délibérément désobéi. Les besoins d'Amélia passent en premier dans cette famille. Quelque chose en moi a craqué. Des années de ce traitement, de ce favoritisme flagrant, sont revenues en force. En grandissant, Amélia avait toujours été l'enfant prodige. D'excellentes notes, reine du bal de promo, bourse complète pour l'université. Pendant ce temps, j'avais cumulé 2 emplois pour payer mes études d'infirmière tout en vivant dans un studio. Quand je suis tombée enceinte de Zoé à 23 ans, mon petit ami de l'époque a disparu. Je l'avais élevée seule, nous construisant une vie à partir de rien. Amélia était revenue vivre à la maison après l'université, sans loyer, pendant que je luttais pour payer les factures médicales croissantes de Zoé. Nos parents avaient payé la voiture d'Amélia, ses cartes de crédit, ses vacances en Europe l'été dernier. Ils ne m'avaient jamais offert un centime, même quand je les avais suppliés de m'aider pour les frais d'hospitalisation de Zoé. L'avenir de ta sœur est important, a dit maman en se rapprochant. Elle doit réseauter, maintenir son image. Ses sorties sociales sont cruciales pour ses perspectives de carrière. Zoé a besoin de dialyse pour survivre. Ne me parle pas sur ce ton. La main de maman s'est abattue, saisissant mon bras. Avant que je puisse réagir, elle m'a poussé en arrière. Mon épaule a heurté le mur avec violence, la douleur irradiant le long de ma colonne vertébrale. Zoé a bougé dans mes bras mais ne s'est pas réveillée. Son avenir à elle compte. Celui de ta fille, jamais. Le visage de maman était à quelques centimètres du mien, son souffle chaud contre ma joue. Amélia ira loin. Ton erreur d'enfant ne fait que freiner cette famille. Amélia a souri narquoisement de l'autre côté de la pièce. Je suis prête. Dépêche-toi. Les magasins ferment dans 2 heures. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. J'avais toujours su qu'il préférait Amélia, but les entendre rejeter la vie de Zoé si nonchalamment a brouillé ma vision de rage. Je me suis dirigée vers les escaliers, ayant besoin d'éloigner Zoé de cet environnement toxique. Nous resterions dans mon ancienne chambre cette nuit, puis nous déciderions de la suite demain. Papa m'a bloqué le passage. Tu n'iras nulle part tant que tu n'auras pas emmené ta sœur. Pousse-toi, s'il te plaît. Ta mère a raison. Nous t'avons soutenu, toi et cette gamine, depuis trop longtemps. Il est temps que tu commences à faire passer la famille en premier. Zoé est ma famille. Amélia a ri, un son cruel qui a résonné dans la pièce. Cette chose n'est pas de la famille. C'est un fardeau. Ils se sont déplacés ensemble, tous les 3, m'encerclant dans le couloir étroit entre le salon et les escaliers. Maman a tendu la main vers Zoé, essayant de l'arracher de mes bras. J'ai reculé brusquement, mais la main de papa s'est agrippée à mon épaule. Amélia a attrapé la jambe de Zoé. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. La voix de maman est devenue froide et calculatrice. Tu n'apprendras pas comme ça.
Finissons avec elle. Ensuite, tu pourras emmener ta sœur. Les mots n'ont pas eu de sens au début. Puis j'ai vu les mains de mon père se diriger vers la gorge de Zoé et la compréhension m'a frappé comme une douche glacée. Ils allaient la blesser, peut-être pire. Pour prouver je ne sais quel point tordu sur l'obéissance et la hiérarchie familiale. Les yeux de Zoé se sont ouverts en grand. Elle m'a regardé avec une telle terreur, une telle confusion. Maman. Quelque chose de primal a pris le dessus. J'avais passé 8 ans à protéger cet enfant, à me battre contre les compagnies d'assurance, à plaider auprès des médecins, à faire des gardes doubles pour payer ses médicaments. Personne n'allait la toucher. Personne n'allait me l'enlever. La cuisine était directement à ma gauche. Je pouvais voir la cuisinière à travers l'embrasure de la porte, la poêle en fond encore sur le brûleur où maman avait préparé le dîner plus tôt. D'un mouvement fluide, j'ai basculé le poids de Zoé sur mon bras droit et j'ai bondi vers la cuisine. Mes doigts se sont refermés sur la poignée de la poêle. Elle était encore tiède, pas assez chaude pour brûler, mais assez lourde pour faire des dégâts. J'ai balancé. La poêle a heurté le bras tendu de papa avec un craquement sinistre. Il a hurlé et a reculé en trébuchant. J'ai balancé à nouveau, touchant maman à l'épaule alors qu'elle essayait d'attraper Zoé. L'impact l'a projetée sur la table basse. « Éloignez-vous de nous » ai-je crié, brandissant la poêle comme une arme. « Ne touchez plus jamais à ma fille. » Amélia a reculé vers la porte, le visage pâle. Pour la première fois de sa vie de privilégiée, elle avait l'air vraiment effrayée. Bien. Elle devait l'être. Je ne me suis pas arrêtée pour voir s'ils étaient gravement blessés. Serrant Zoé contre ma poitrine d'un bras et tenant la poêle de l'autre, j'ai couru vers la porte d'entrée. Mes clés de voiture étaient toujours dans ma poche. J'ai tâtonné avec la serrure. Puis nous étions dehors, dans l'air frais de la nuit. Zoé pleurait maintenant, son petit corps tremblant. « Ça va, mon bébé. On va bien. Je te tiens. » Je l'ai bouclé dans son siège auto, mes mains tremblant si fort que j'avais du mal à manipuler les sangles. La porte d'entrée de la maison s'est ouverte en grand. Papa se tenait en silhouette dans la lumière, berçant son bras. « Tu vas regretter ça » a-t-il crié. « On va appeler la police. »« Tu nous as attaqués ?» Je n'ai pas répondu. J'ai passé la première et j'ai démarré en trombe, laissant des traces de pneus sur l'asphalte. Zoé sanglotait sur la banquette arrière, confuse et effrayée. Mes propres larmes brouillaient ma vision, mais j'ai continué à conduire, mettant de la distance entre nous et cette maison de l'horreur. Nous avons fini par retourner à l'hôpital. Le personnel des urgences nous connaissait grâce aux visites régulières de Zoé. Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, que nous avions été attaqués, que nous n'avions nulle part où aller en sécurité, ils ont immédiatement appelé la sécurité et les services sociaux. Une femme bienveillante, le docteur Elisabeth Hammond, a examiné Zoé minutieusement, vérifiant toute blessure. Pendant ce temps, un assistant social de l'hôpital nommé Grégory Torres m'a parlé dans une salle privée. « Vous avez fait ce qu'il fallait en protégeant votre fille » a-t-il dit doucement. « Je vais vous aider à déposer une plainte et à obtenir une ordonnance de protection. » « Avez-vous un endroit sûr où rester cette nuit ?» J'ai secoué la tête. Mon compte d'épargne contenait exactement $247. Le loyer de notre petit appartement de l'autre côté de la ville était dû dans 5 jours. Chaque centime que je gagnais allait aux factures médicales et aux produits de première nécessité. Grégory a passé quelques appels. En 1 heure, il avait arrangé notre séjour dans un refuge pour victimes de violences domestiques. Ce n'était pas idéal, mais c'était sûr et propre. Le personnel nous a accueillis chaleureusement, nous installant dans une petite chambre avec 2 lits et une salle de bain. Cette nuit-là, après que Zoé se soit enfin endormie, je me suis assise sur mon lit et je me suis laissé m'effondrer. Mon corps tout entier me faisait mal suite à la confrontation physique. Mon cœur me faisait encore plus mal. Ces gens m'avaient élevé. Comment leur amour pour Amélia avait-il pu se tordre en une telle haine pour mon enfant innocent? Le lendemain matin, j'ai rencontré une policière qui a pris ma déposition. Je lui ai montré les SMS de mes parents et d'Amélia, les messages vocaux exigeant que j'abandonne le traitement médical de ma fille pour une virée shopping.
J'ai documenté les ecchymoses sur mon épaule là où ma mère m'avait poussé, les égratignures sur mes bras dues à la lutte. C'est une preuve claire d'agression et de tentative de nuire à un mineur, a déclaré l'agente Kimberly Park, l'expression sombre. Nous allons émettre des mandats d'arrêt contre eux trois. Je recommande également des ordonnances de protection d'urgence. Que se passe-t-il ensuite? Ils seront arrêtés et traduits en justice. Étant donné la gravité des menaces envers votre enfant, je m'attends à ce que le juge fixe une caution substantielle. Vous devriez également parler à un avocat spécialisé en droit de la famille pour des protections de garde permanente. Le refuge où nous logions avait des règles sur la durée du séjour. Nous pouvions rester 30 jours pour trouver un logement permanent. Durant ces premières semaines, j'ai découvert des ressources dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Une défenseure des patients de l'hôpital m'a mise en contact avec une organisation à but non lucratif qui aidait les familles avec les frais médicaux. Ils ont couvert 2 mois de prescription de Zoé, me donnant un peu de répit pour reconstruire nos finances. Chaque matin, je me réveillais avant l'aube pour chercher des annonces d'appartements. Trouver un propriétaire disposé à louer à quelqu'un dans ma situation s'est avéré presque impossible. Mon crédit avait souffert pendant la maladie de Zoé. Des factures médicales étaient parties en recouvrement quand je ne pouvais plus suivre les paiements. La plupart des gestionnaires immobiliers rejetaient mes demandes d'emblée. Le 12e jour au refuge, une femme nommée Teresa m'a abordé dans l'espace commun. Elle m'avait entendu au téléphone avec un autre propriétaire qui venait de me refuser. Teresa dirigeait une petite société de gestion immobilière spécialisée dans l'offre de seconde chance aux familles en difficulté. J'ai un 2 pièces de disponible dans un quartier correct, a-t-elle dit, sortant son téléphone pour me montrer des photos. C'est près d'une bonne école primaire, et il y a un parc à 2 rues. L'immeuble est ancien mais bien entretenu. Je peux trouver une solution pour votre situation si vous êtes intéressé. L'appartement était parfait, abordable, propre, et surtout, ils ont accepté notre candidature malgré mes problèmes de crédit. Teresa a même renoncé au dépôt de garantie après avoir entendu notre histoire. Nous avons emménagé 3 jours plus tard avec des meubles donnés par une association caritative locale et des articles ménagers que le refuge fournissait aux familles en transition vers un logement permanent. Zoé s'est adaptée à sa nouvelle chambre avec un enthousiasme surprenant. Elle a arrangé ses peluches sur le lit, accroché des dessins au mur et l'a déclaré la meilleure chambre qu'elle ait jamais eue. L'avoir transformé cet espace en quelque chose d'unique m'a rappelé pourquoi je m'étais embattue. Les enfants sont résilients quand ils se sentent en sécurité et aimés. Mon horaire de travail est devenu une danse soigneusement orchestrée. J'étais passé du travail de nuit à l'hôpital à un statut de PDM, per diem, acceptant des quarts qui coïncidaient avec l'horaire de dialyse de Zoé. Certaines semaines, je travaillais 30 heures, d'autres à peine 20. Le revenu fluctuait énormément, mais cela signifiait que je pouvais être présente à chaque rendez-vous médical sans supplier mes superviseurs pour des congés. L'arrestation de mes parents et d'Amelia a provoqué une onde de choc dans notre famille élargie. Papa avait 2 frères qui ont d'abord refusé de croire les accusations. Oncle Vincent m'a appelé 6 jours après les arrestations, la voix tendue de colère. Ton père dit que tu les as attaqués sans provocation. Il prétend que tu es instable depuis que Zoé est tombée malade. Que s'est-il vraiment passé, Serena? Je m'étais préparée à cette conversation. Certains membres de la famille croiraient les mensonges, se rangeraient du côté des gens qu'ils connaissaient depuis plus longtemps. J'ai tout expliqué calmement, les exigences d'annuler la dialyse, l'agression physique, les menaces envers Zoé. J'ai proposé de lui envoyer des copies du rapport de police et des messages textes. Je n'ai pas besoin de voir de preuves, a dit Vincent tranquillement après une longue pause. J'ai vu comment il traite Amelia par rapport à toi depuis des années. Ça ne me surprend pas autant que ça le devrait. Je suis désolée d'avoir douté de toi au début. Cette conversation s'est répétée avec des cousins, des tantes, des parents éloignés qui avaient entendu diverses versions des événements. Certains m'ont cru immédiatement. D'autres ont eu besoin de temps pour concilier les personnes qu'ils pensaient connaître avec les monstres qui avaient menacé un enfant malade. Quelques-uns, comme la sœur de ma mère, tante Gloria, ont choisi de rester fidèles à mes parents, peu importe l'épreuve. La famille reste unie quoi qu'il arrive, a dit froidement Gloria quand je l'ai croisée à l'épicerie.
Tu aurais dû être plus compréhensive des besoins de ta sœur. Je n'ai pas argumenté. Les gens qui pouvaient rationaliser la mise en danger d'un enfant ne valaient pas mon énergie. J'ai poussé mon chariot devant elle sans un mot de plus, me concentrant plutôt sur les articles du régime spécialisé de Zoé. Les procédures judiciaires ont traîné pendant des mois. Audience préliminaire, soumission de preuves, requête déposée par les avocats de la défense essayant d'obtenir une réduction ou un rejet des charges. Chaque date d'audience signifiait trouver une garde pour Zoé, prendre un congé sans solde, m'asseoir sur des bancs de salle d'audience inconfortables pendant que les avocats débattaient de technicalités juridiques. Lors d'une audience particulièrement frustrante, l'avocat de la défense a suggéré que mes parents avaient simplement essayé de m'apprendre une leçon sur les priorités. La procureure, une femme brillante nommée Veronica Sanchez, a failli exploser. Tenter de nuire à un enfant nécessitant un traitement médical vital n'est pas une leçon sur les priorités, a rétorqué Veronica. C'est une tentative de meurtre. Appelons les choses par leur nom. Le juge a été d'accord, rejetant la motion de réduction des charges. La caution est restée fixée à $100 000 chacun pour mes parents, $75 000 pour Amelia. Aucun d'eux ne pouvait se le permettre. Ils sont restés en prison préventive pendant 4 mois avant le procès, leur laissant amplement le temps de réfléchir à leur choix. Je ne leur ai pas rendu visite. Je n'ai pas accepté leurs appels en PCV de la prison. Chaque tentative de contact a été ignorée. Certains m'ont qualifiée de froide pour ça. On dit que je devrais faire preuve de compassion. Ces gens ne comprenaient pas que la compassion pour les agresseurs se fait souvent au détriment de la protection des victimes. J'avais choisi mon camp, et ce serait toujours celui de Zoé. Pendant ce temps, la vie continuait malgré le chaos juridique. Zoé a terminé sa 3e année avec des notes correctes, compte tenu du nombre de jours d'école manqués pour des rendez-vous médicaux. Son enseignante, Madame Sandra Whitmore, a fait des pieds et des mains pour l'aider à suivre, envoyant les devoirs à notre appartement et offrant un tutorat supplémentaire pendant les pauses déjeuner. Zoé est l'une des élèves les plus déterminées que j'ai jamais eues, m'a dit Madame Whitmore lors d'une réunion parents-professeurs. Elle travaille 2 fois plus dur que ses camarades pour rester à jour. Ce genre de persévérance lui servira bien dans la vie. L'été est arrivé, apportant à la fois soulagement et défi. Pas d'école signifiait plus de flexibilité avec les horaires de dialyse, mais aussi devoir divertir une enfant de 8 ans active avec des fonds limités. La bibliothèque locale est devenue notre sanctuaire. Zoé a dévoré des livres sur la médecine, la science, tout ce qui expliquait le fonctionnement du corps humain. Elle posait des questions qui me laissaient parfois perplexe, m'obligeant à faire des recherches à ses côtés. Pourquoi les reins tombent-ils en panne, a-t-elle demandé un soir alors que nous dînions à notre petite table de cuisine. Parfois, c'est génétique. Parfois, c'est à cause d'une maladie ou d'une blessure. Tes reins se sont développés différemment de ceux de la plupart des gens, et avec le temps, ils n'ont pas pu suivre ce dont ton corps avait besoin. Mais le nouveau rein fonctionnera mieux, non? C'est ce que nous espérons, mon cœur. Quand nous trouverons le bon donneur. Oui. Elle a hoché la tête, traitant cette information avec le sérieux de quelqu'un de beaucoup plus âgé. La maladie chronique lui avait volé une partie de son innocence d'enfant, la remplaçant par des connaissances médicales dont la plupart des adultes n'ont jamais besoin. Je détestais ça pour elle, même si j'admirais sa force. Le centre de dialyse est devenu une seconde maison cet été-là. Nous connaissions chaque infirmière par son nom, chaque famille traversant des luttes similaires. Il y avait Hudson, 8 ans, dont les reins avaient lâché après une grave infection. Sierra, 12 ans, en dialyse depuis ses 4 ans. Michael, 6 ans, qui chantait des chansons pendant ses traitements pour se distraire de l'inconfort. Ses enfants et leurs familles comprenaient notre réalité d'une manière que d'autres ne pouvaient pas. Ils avaient affronté les mêmes batailles d'assurance, les mêmes effets secondaires des médicaments, la même incertitude quant au délai de transplantation. Nous célébrions ensemble quand quelqu'un recevait l'appel pour une greffe. Nous pleurions ensemble quand des complications survenaient ou que les greffes échouaient. Un après-midi de juillet, alors que Zoé subissait son traitement habituel, je me suis assise dans le salon familial avec la mère d'Hudson, Renée.
Elle naviguait dans l'insuffisance rénale pédiatrique depuis 3 ans, et ses conseils m'avaient énormément aidé lorsque nous avions reçu le diagnostic de Zoé. « Comment tiens-tu le coup avec tout ça ?» a demandé René, faisant référence à l'affaire criminelle qui avait été couverte par les nouvelles locales. « Certains jours sont plus difficiles que d'autres. Je n'arrête pas de penser à ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas réagi assez vite. Mais tu as réagi. Tu l'as protégée. C'est ça qui compte. » René m'a serré la main. « Tu es plus forte que tu ne le penses, Serena. La plupart des gens se seraient effondrés sous ce genre de pression. » Ces mots signifiaient plus qu'elle ne l'imaginait. J'avais passé tellement de temps à me demander si j'avais bien fait, si j'avais surréagi, si Zoé serait traumatisée d'avoir été témoin de la violence. Recevoir la validation d'une autre mère qui comprenait les enjeux a aidé à apaiser certains de ses doutes. Août a amené le procès. L'accusation avait monté un dossier accablant, messages textes, messages vocaux, mon témoignage, et même des images de surveillance de l'hôpital me montrant me précipitant à l'intérieur avec Zoé quelques minutes avant son rendez-vous prévu. Des experts médicaux ont témoigné des dangers de manquer des traitements de dialyse, expliquant en détail clinique à quelle vitesse les patients en insuffisance rénale pouvaient se détériorer sans soins réguliers. La stratégie de la défense s'est centrée sur l'assassinat de mon personnage. Ils ont appelé des témoins qui ont affirmé que j'avais toujours été dramatique, hypersensible, sujette à l'exagération. La colocataire d'université d'Amelia a témoigné que j'étais jalouse du succès de ma sœur depuis des années. Un ancien collègue de l'hôpital a suggéré que j'avais des problèmes de gestion de la colère. Rien de tout cela n'a tenu. Les preuves physiques étaient trop accablantes. Le jury a regardé la vidéo de moi portant Zoé aux urgences cette nuit-là, ma fille clairement terrifiée et moi arborant des blessures visibles. Ils ont entendu les enregistrements audio où mon père disait « Finissons avec elle », en référence à ma fille de 8 ans. Les témoins de moralité ne pouvaient pas expliquer ces faits. Au cours des jours suivants, tout s'est enchaîné rapidement. Mes parents et Amelia ont été arrêtés à la maison. Les nouvelles locales ont repris l'histoire après que quelqu'un ait fait fuiter le rapport de police. Des parents auraient agressé leur petite fille pour la forcer à obéir à une virée shopping, titrait le journal. La réaction du public a été rapide et brutale. L'employeur d'Amelia, une prestigieuse agence de marketing, l'a licenciée immédiatement après que l'arrestation soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Nous ne tolérons aucun comportement qui met en danger les enfants, lisait-on dans leur communiqué. Elle avait passé des années à construire sa réputation professionnelle, à réseauter lors de ces événements sociaux coûteux que mes parents avaient financés. Tout s'est effondré en 48 heures. Maman a perdu son poste au conseil de l'église où elle siégeait depuis 15 ans. L'entreprise de construction de papa a souffert car les clients ont annulé des projets, ne voulant pas être associés à quelqu'un accusé d'avoir menacé un enfant malade. Leurs amis et voisins se sont détournés, dégoûtés par ce qu'ils avaient appris. Le système judiciaire a suivi son cours. Tous les 3 ont plaidé non coupables, forçant la tenue d'un procès. Leur avocat a essayé de me dépeindre comme une mère célibataire instable qui avait surréagi à des conseils parentaux raisonnables. Cette stratégie s'est retournée contre eux de manière spectaculaire lorsque l'accusation a diffusé les messages vocaux d'Amelia où elle appelait Zoé « cette chose » et suggérait que je la laisse tomber, pour qu'on puisse se concentrer sur ses besoins. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation, agression, mise en danger d'enfants, menaces terroristes et tentative de nuire à un mineur. Le visage du juge était sévère lors du prononcé de la peine. Maman et papa ont chacun écopé de 8 ans de prison. Amelia a eu 5 ans plus 3 ans de probation à sa libération. La salle d'audience a éclaté de leur halètement choqué, mais le juge est resté impassible. Vous avez ciblé un enfant vulnérable nécessitant un traitement médical vital, a-t-il dit. Ce tribunal prend de tels crimes avec le plus grand sérieux. Mais je n'en avais pas fini. Le procès pénal n'était que le début. J'ai intenté une action civile pour détresse émotionnelle, agression et tentative de nuire à Zoé. Mon avocate, une femme féroce nommée Rachel Kim, qui avait pris l'affaire pro bono après l'avoir lue en ligne, s'est attaquée à tous leurs biens. Nous avons réclamé la valeur de leur maison, leurs comptes de retraite, leurs économies.
Ils ont essayé de tuer votre fille pour imposer une obéissance mesquine, a plaidé Rachel au tribunal. Ils ont montré un schéma de favoritisme extrême et de mépris pour la vie de leur petite fille. Ils devraient vous dédommager pour chaque facture médicale, chaque séance de thérapie dont Zoé aura besoin, chaque moment de traumatisme qu'ils ont causé. Le procès civil a été brutal. Nous avons fait appel à des témoins experts, des psychologues qui ont expliqué l'impact durable du traumatisme sur les enfants, des professionnels de la santé qui ont détaillé exactement à quel point il aurait été dangereux pour Zoé de manquer son rendez-vous de dialyse, des experts financiers qui ont calculé le coût de son traitement continu. L'avocat de mes parents a tenté de faire valoir qu'il n'avait pas les ressources pour payer. Rachel a démoli cet argument en présentant des preuves des milliers de dollars qu'ils avaient dépensés pour le style de vie d'Amelia tout en refusant d'aider avec les frais médicaux de Zoé. Le jury nous a accordé 1,8 million de dollars de dommages et intérêts. La vente de la maison a généré 340 000 dollars. Leur compte de retraite combiné, une fois liquidé avec pénalité, ont fourni 215 000 dollars supplémentaires. Les polices d'assurance vie qu'ils avaient souscrites des années auparavant ont été encaissées pour 95 000 dollars. Le matériel et les actifs de l'entreprise de papa ont été vendus aux enchères pour 73 000 dollars. La collection de bijoux de maman, qui comprenait plusieurs pièces de valeur héritées de sa mère, a été vendue pour 41 000 dollars lors d'une vente successorale. Le plus petit compte de retraite d'Amelia a ajouté 28 000 dollars. Sa voiture, une fois saisie et vendue, a contribué à hauteur de 18 000 dollars au jugement. Combiné, la liquidation immédiate des actifs s'élevait à 810 000 dollars. Les 990 000 dollars restants proviendraient d'une saisie sur salaire agressive une fois qu'ils seraient sortis de prison, 25% de tout revenu qu'ils gagneraient pour le reste de leur vie. Rachel avait également placé des privilèges sur tout héritage futur qu'ils pourraient recevoir, toute propriété qu'ils pourraient acquérir, même tout gain de loterie ou règlement de procès. Chaque source de revenus possible serait interceptée pour payer ce qu'ils devaient. Le processus de recouvrement de ce jugement a révélé à quel point leur sentiment de droit financier était profond. Lorsque le tribunal a ordonné la vente de leur maison, maman m'a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat, me suppliant de reconsidérer ma décision. C'est notre maison depuis 30 ans, écrivait-elle. Nous t'avons élevé, toi et ta sœur, ici. Ne nous enlève pas nos souvenirs. J'ai renvoyé une seule phrase par l'intermédiaire de Rachel, vous avez essayé d'enlever la vie de ma fille pour une virée shopping. La maison s'est vendue en 6 semaines. Un expert comptable judiciaire a épluché leurs finances, découvrant qu'ils avaient dépensé plus de 80 000 dollars pour Amelia au cours des 3 dernières années seulement. Vêtements de créateur, vacances de luxe, une croisière européenne, des séances de photos professionnelles pour sa présence sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, ils avaient refusé de contribuer même 100 dollars au quote-part des médicaments de Zoé. Le rapport de l'expert est devenu public. Les amis et les voisins qui avaient autrefois envié leur famille apparemment parfaite chuchotaient maintenant sur le déséquilibre troublant. Comment personne n'avait-il remarqué ? Comment avait-il justifié un favoritisme aussi extrême ? L'entreprise de construction de papa s'est complètement effondrée. Ses anciens partenaires ont publié une déclaration se distanciant de lui, annonçant qu'ils avaient renommé l'entreprise pour supprimer son implication. Les actifs de l'entreprise ont été liquidés dans le cadre du recouvrement du jugement, le matériel industriel et les véhicules étant vendus à des entreprises de construction dans 3 comtés. La ruine financière s'est étendue au-delà de la famille immédiate. Le petit ami d'Amelia depuis 2 ans a rompu avec elle par SMS alors qu'elle était en prison. Il avait prévu de la demander en mariage, a-t-elle raconté à un journaliste qui l'a interviewé, essayant de susciter la sympathie. L'article s'est retourné contre elle de manière spectaculaire lorsque les lecteurs ont inondé la section des commentaires d'indignation, ne comprenant pas qu'elle se sente en droit à la sympathie après avoir menacé un enfant malade. Son compte Instagram soigneusement organisé, qui comptait 15 000 abonnés avant l'arrestation, est devenu un cimetière. Les marques qui lui avaient envoyé des produits gratuits pour promotion ont exigé le retour de leurs articles ou un paiement. Ces photos parfaitement filtrées de brunch et de virée shopping attiraient désormais des commentaires comme « Voilà à quoi ressemble un monstre » et « Imaginez vous soucier plus des sacs à main que de la vie de votre nièce ». Elle a fini par supprimer tous ses comptes de médias sociaux,
mais Internet n'oublie jamais. Des captures d'écran ont circulé sur Reddit et Twitter, disséquées par des inconnus qui ne l'avaient jamais rencontré mais qui reconnaissaient la dynamique toxique. Son nom est devenu synonyme de privilège et d'insensibilité dans certains espaces en ligne. Les futurs employeurs la chercheraient sur Google et trouveraient des pages de résultats détaillant sa condamnation. Le cercle social de maman s'est désintégré du jour au lendemain. Son club de lecture a cessé de l'inviter aux réunions. L'église qu'elle fréquentait depuis 2 décennies lui a demandé de ne pas revenir après sa sortie de prison. Des femmes qu'elle considérait comme des amies proches depuis des années ont bloqué son numéro et l'ont évité dans les lieux publics. J'ai appris ces détails par l'oncle Vincent, qui a maintenu le contact avec divers membres de la famille, tout en nous soutenant, Zoé et moi. Il venait à notre appartement toutes les quelques semaines, apportant des courses ou de petits cadeaux pour Zoé. Sa présence fournissait un lien avec la famille que j'avais perdue, sans la toxicité qui l'avait empoisonnée. Ta mère a essayé de m'appeler hier, a mentionné Vincent lors d'une visite. Elle voulait que je te convainque d'abandonner le procès civil, disant que la punition criminelle était suffisante. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que vous étiez chanceuse que je ne pousse pas pour plus. Que menacer la vie d'un enfant a des conséquences au-delà d'une peine de prison. Il a fait une pause, regardant Zoé coloriée à la table de la cuisine. Elle a pleuré et a dit qu'elle n'aurait jamais vraiment fait de mal à Zoé. Que ce n'était que des mots prononcés sous le coup de la colère. Les actions parlent plus que les mots. Elle a attrapé ma fille pendant que papa tendait les mains vers sa gorge. J'ai vu l'intention dans leurs yeux cette nuit-là, oncle Vincent. Ce n'était pas juste de la colère. Il a hoché la tête lentement. Je te crois. Et je le lui ai dit aussi. Certains ponts ne peuvent pas être reconstruits une fois qu'ils sont brûlés. L'ordonnance de protection que j'avais obtenue est restée en vigueur pendant 5 ans. Aucun d'eux ne pouvait s'approcher à moins de 150 mètres de Zoé ou de moi. Ils ne pouvaient pas nous contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. Toute violation entraînerait une arrestation immédiate. Pour la première fois de ma vie, j'avais une protection juridique contre leur manipulation et leur ingérence. Les séances de thérapie de Zoé avec le docteur Foster se sont poursuivies 2 fois par semaine. Nous nous asseyions dans le bureau confortable, avec sa lumière douce et ses étagères pleines de jouets, pendant que Zoé digérait ce dont elle avait été témoin. Certaines séances, elle parlait librement de ses sentiments. D'autres fois, elle communiquait par le jeu, mettant en scène des scénarios avec des poupées représentant sa famille. Elle fait d'excellents progrès, m'a dit le docteur Foster après une séance en septembre. Les cauchemars ont considérablement diminué, et elle développe des mécanismes d'adaptation sains pour le stress. Les enfants sont remarquablement résilients quand ils se sentent en sécurité et soutenus. Elle pose encore des questions sur eux parfois. Pourquoi ses grands-parents ont agi de cette façon? Si Amélia l'a jamais aimé. Ce sont des questions avec lesquelles elle pourrait se débattre pendant des années. L'important est que vous soyez honnête avec elle de manière adaptée à son âge. Elle a besoin de comprendre que leur comportement était mauvais et n'avait rien à voir avec sa valeur en tant que personne. Je travaillais avec mon propre thérapeute, le docteur Harold Green, pour traiter les émotions complexes entourant la situation. La culpabilité de ne pas avoir reconnu le danger plus tôt. La colère face à des années de manipulation que j'avais tolérées. Le deuil des relations familiales qui n'existeraient jamais. Vous ne pouvez pas changer le passé, a dit le docteur Green lors d'une séance. Mais vous avez protégé l'avenir de Zoé. C'est ce qui compte maintenant. La question est, comment avancez-vous sans laisser leurs actions définir votre histoire? Cette question m'est restée. J'avais dépensé tellement d'énergie dans les batailles juridiques, à m'assurer qu'ils subissent les conséquences, à protéger Zoé de tout mal supplémentaire. Mais que venait-il ensuite? Comment construisions-nous une vie qui n'était pas centrée sur le traumatisme et la vengeance? La réponse est venue progressivement, à travers de petits moments. Le rire de Zoé pendant une soirée cinéma. La satisfaction de payer les factures à temps avec l'argent du règlement. La liberté de prendre des décisions sans me soucier du jugement ou de la manipulation parentale. Nous construisions quelque chose de nouveau sur les décombres de ce que nous avions perdu. Octobre a apporté le 9e anniversaire de Zoé. Elle voulait une petite fête à notre appartement avec 3 amis du centre de dialyse.
Nous avons décoré avec des serpentins et des ballons, fait un gâteau maison, joué à des jeux qui tenaient compte des différents niveaux d'énergie et des restrictions médicales des enfants. C'était simple et joyeux, et exactement ce dont elle avait besoin. En regardant ces 4 enfants rire ensemble, les joues rouges d'excitation malgré leurs défis médicaux communs, j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était la vie pour laquelle il valait la peine de se battre, pas les victoires juridiques ou le règlement financier, mais ces moments ordinaires de bonheur d'enfance que la maladie et le dysfonctionnement familial avaient essayé de lui voler. Oncle Vincent a assisté à la fête, avec René et Hudson, les parents de Sierra et la grand-mère de Michael. Nous avions créé une famille choisie à partir des gens qui étaient constamment présents, qui célébraient l'existence de Zoé au lieu de la traiter comme un fardeau. Les liens du sang importaient bien moins que l'amour et le soutien authentique. Alors que l'automne s'installait, le jugement civil a commencé à générer des fonds réels. Le produit de la vente de la maison est arrivé en premier, déposé sur un compte en fiducie que Rachel avait établi. Ensuite sont venues les liquidations des comptes de retraite, bien que ces montants aient été plus faibles que prévu après les pénalités pour retrait anticipé et la division des biens matrimoniaux. Ils vont rembourser ce jugement pendant des décennies, a expliqué Rachel lors d'une réunion pour examiner les finances. Entre les sommes forfaitaires que nous avons déjà collectées et les saisies sur salaire qui se poursuivront indéfiniment, vous pouvez envisager une sécurité financière à long terme pour les besoins médicaux de Zoé. Le soulagement était immense. Pour la première fois depuis le diagnostic de Zoé, je ne restais pas éveillée à calculer si je pouvais me permettre son prochain renouvellement d'ordonnance. Le fonds en fiducie couvrirait ses frais médicaux, laissant mon salaire d'infirmière pour les frais de la vie courante. Nous pouvions épargner pour son avenir, peut-être même aider à financer ses études le moment venu. Amélia a tout perdu aussi. Sa BMW a été saisie. Elle n'a pu trouver d'emploi nulle part dans la région après sa condamnation pénale. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé à 3 États de là, travaillant dans le commerce de détail et vivant dans un studio. Tout ce qu'elle avait autrefois tenu pour acquis lui avait été retiré. La maison de mes parents s'est vendue aux enchères pour 340 000 $. Leurs économies de retraite ont ajouté 180 000 $ supplémentaires. Le reste viendrait lentement, prélevé sur tout revenu qu'ils parviendraient à gagner après la prison. Ils paieraient pour leur cruauté pour le reste de leur vie. Avec l'argent du règlement, j'ai créé un fonds en fiducie pour les frais médicaux de Zoé. Nous avons déménagé dans un meilleur appartement, dans un quartier sûr avec de bonnes écoles. Je suis passée à un poste d'infirmière à temps partiel pour passer plus de temps avec elle pendant les traitements et la convalescence. Pour la première fois depuis son diagnostic, je pouvais respirer sans la terreur constante de savoir comment je paierais son prochain rendez-vous. Zoé a commencé une thérapie pour traiter ce dont elle avait été témoin. Le docteur Melissa Foster, sa psychologue, était spécialisée dans les traumatismes infantiles. Lentement, progressivement, les cauchemars ont diminué. Elle a commencé à sourire davantage, à jouer avec d'autres enfants au centre de dialyse, à faire des projets pour son avenir au-delà de la maladie. « Que veux-tu faire quand tu seras grande ?» lui ai-je demandé un soir alors que nous colorions ensemble à la table de la cuisine. « Médecin », a-t-elle dit sans hésitation. « Pour pouvoir aider d'autres enfants comme moi. » Ma poitrine s'est serrée de fierté et d'amour. Cette petite personne résiliente avait tant enduré. Un organe défaillant, des procédures médicales sans fin, une attaque par ses propres grands-parents. Pourtant, elle rêvait toujours d'aider les autres. Elle croyait toujours en un avenir pour lequel il valait la peine de se battre. 14 mois après la fin du procès civil, nous avons reçu l'appel que nous attendions. Un rein était devenu disponible. Zoé était compatible. La transplantation a duré 14 heures. J'étais assise dans la salle d'attente de l'hôpital, entourée de la petite communauté que nous avions construite, les infirmières qui s'étaient occupées d'elle, d'autres familles de greffés avec qui nous nous étions liés d'amitié, et même l'agente Park, qui avait pris ma plainte initiale. Quand le chirurgien est enfin sorti, épuisé mais souriant, il nous a donné la nouvelle. La greffe a été un succès. Son corps accepte le nouveau rein. Si tout se passe bien, elle n'aura plus besoin de dialyse. J'ai sangloté dans mes mains, le soulagement, la joie et l'épuisement se déversant. Zoé aurait une chance d'avoir une vie normale.
Elle pourrait aller à l'école sans manquer 3 après-midi par semaine. Elle pourrait faire du sport, aller à des fêtes d'anniversaire, être une enfant sans l'ombre constante de l'intervention médicale. La convalescence a pris des mois. Il y a eu des complications, des épisodes de rejet, des ajustements de médicaments, des rendez-vous de suivi sans fin. Mais progressivement, la couleur est revenue sur ses joues. Les cernes sous ses yeux se sont estompées. Elle a pris du poids. Son corps pouvait enfin traiter correctement les nutriments. Elle riait plus facilement, jouait plus fort, rêvait plus grand. 3 ans ont passé depuis cette terrible nuit. Zoé a maintenant 12 ans et s'épanouit en 5e. L'anniversaire de sa greffe est une célébration dans notre foyer, marquant le cadeau d'une seconde chance. Nous faisons du bénévolat à l'hôpital pour enfants, partageant notre histoire avec d'autres familles confrontées à l'insuffisance rénale. Zoé parle aux enfants de son expérience, offrant espoir et compréhension de la part de quelqu'un qui l'a vécu. Mes parents sont toujours en prison, avec encore plusieurs années à purger. Amélia a été libérée après avoir purgé la totalité de ses 5 ans et a immédiatement commencé sa période de probation. J'ai entendu par des connaissances communes que tous les 3 avaient essayé de reprendre contact après leur condamnation, voulant s'excuser et renouer les liens. J'ai bloqué leur numéro. Certains ponts, une fois brûlés, doivent rester en cendres. Ils ont fait leur choix quand ils ont placé la virée shopping d'Amélia au-dessus de la vie de Zoé. Ils en subissent les conséquences. Amélia envoie parfois des emails que je n'ouvre jamais. Je ne sais pas ce qu'ils disent et je m'en fiche. Elle a eu l'occasion d'être une tante, de faire partie de quelque chose de significatif. Au lieu de cela, elle a choisi l'arrogance et la cruauté. L'univers a corrigé ce déséquilibre. Les gens me demandent parfois si je regrette la tournure des événements. La réponse est simple, absolument pas. J'ai protégé ma fille. Je me suis battue pour sa survie quand les personnes qui auraient dû l'aimer voulaient la sacrifier pour leur convenance. Je me suis assurée qu'ils ne pourraient plus jamais blesser un autre enfant comme ils ont essayé de blesser la mienne. L'argent du procès est géré avec soin. Le fonds en fiducie médicale de Zoé est suffisamment important pour couvrir ses médicaments anti-rejet, son suivi régulier et toutes les complications qui pourraient survenir à l'avenir. Nous vivons modestement mais confortablement. Elle fréquente une bonne école, participe à des activités qu'elle aime et a des amis qui l'acceptent telle qu'elle est. La semaine dernière, elle est rentrée de l'école avec un projet, un arbre généalogique. Elle a soigneusement dessiné des branches, ajoutant des noms et des liens. J'ai remarqué qu'elle m'avait placé au centre, avec seulement nous 2 qui en partions. Pas de grands-parents, pas de tantes, juste nous et la famille choisie que nous avions créée, ses médecins, ses amis, les gens qui nous avaient soutenus à travers l'enfer. C'est bon comme ça, a-t-elle demandé, sentant mon regard. Je sais qu'on a d'autres parents, mais ils ne sont pas vraiment de la famille pour moi. Toi, tu es ma famille. Les gens qui nous aiment sont ma famille. Je l'ai serré dans mes bras, retenant mes larmes. C'est absolument parfait, mon cœur. Tu comprends exactement ce que signifie la famille. Elle le comprend. À 12 ans, ma fille saisit quelque chose que beaucoup d'adultes n'apprennent jamais. La famille, ce n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui sont là, qui vous protègent, qui font passer votre bien-être avant leur propre convenance. Ce sont les médecins qui se sont battus pour sa survie. Les infirmières qui lui ont tenu la main lors de procédures douloureuses. Les étrangers qui ont donné de l'argent quand notre histoire est devenue publique. L'enseignante qui a envoyé les devoirs à l'hôpital pour qu'elle ne prenne pas de retard. Mes parents et Amélia passeront le reste de leur vie à payer pour ce qu'ils ont fait, tant financièrement que socialement. Leurs réputations sont détruites à jamais. Leur vie confortable a disparu. Ils ont perdu leur relation, leur statut, leur sécurité, tout ce qu'ils valorisaient plus que la vie d'un enfant innocent. Pendant ce temps, Zoé et moi avons construit quelque chose de magnifique à partir des décombres. Nous avons la paix. Nous avons la joie. Nous avons un avenir rempli de possibilités au lieu d'une crise constante. Son nouveau rein fonctionne à merveille. Elle devient plus forte chaque jour. Parfois, je passe devant l'ancienne maison, maintenant habitée par un jeune couple avec un bébé.
Le quartier a le même aspect, mais je ne suis plus la même personne qui y vivait. Je suis plus forte maintenant, plus féroce, absolument certaine de mes priorités. Plus personne ne me fera jamais choisir entre leurs désirs et les besoins de ma fille. La poêle en fonte est maintenant dans notre placard de cuisine. Un rappel de la nuit où je suis devenue la mère que Zoé avait besoin que je sois. Pas parfaite, pas toujours patiente, mais prête à me battre comme une lionne pour la protéger. C'est l'héritage que je veux laisser. Pas l'argent, le statut ou l'approbation, mais la certitude absolue qu'elle valait toujours la peine de se battre. Et 3 ans plus tard, en la regardant aider une enfant plus jeune à l'hôpital à faire face à sa première séance de dialyse, je sais que nous avons gagné. Pas seulement au tribunal, pas seulement financièrement. Nous avons gagné la bataille qui comptait le plus. Elle a survécu. Elle s'épanouit, et elle sait sans l'ombre d'un doute qu'elle est aimée, appréciée et digne de chaque sacrifice que j'ai fait. C'est la vengeance qui compte. Pas de les détruire, bien que les peines de 8 ans de prison et la dévastation financière s'en soient chargées. La vraie victoire, c'est le rire de Zoé, ses rêves, sa croyance inébranlable qu'elle mérite une belle vie. Ils ont essayé d'éteindre sa lumière pour préserver leur obscurité confortable. Au lieu de cela, elle brille plus fort que jamais.